Bienvenue dans Cinéphilo. Nous croisons ici une œuvre et un concept philosophique pour le saisir et mieux le partager. Car une image est plus parlante qu'un long discours, nous irons trouver ces œuvres qui, au-delà de leur qualité, portent en elles des idées qui méritent d'être partagées et discutées. Dans l'émission d'aujourd'hui, Avatar et la solastalgie. Après la destruction vient la désolation. La verdure laisse sa place au gris de la cendre. La densité du vivant cède face à l'empire du vide, de l'écho solitaire. Les survivants sont laissés là, au milieu d'un nulle part qui fut un jour foyer, condamnés à errer comme des étrangers. Désolation nous vient du latin désolare, qui signifie être privé de réconfort ou solace face à la détresse. L'individu soumis à la désolation pourra être sujet au mal du pays. Un mal du pays que l'on ressent chez soi. Sorti en France en 2009, Avatar nous emmène sur Pandora, une planète extraordinaire située à des années-lumière de notre système solaire. Foyer des Na'vi, une espèce extraterrestre vivant en harmonie avec la nature et devant depuis peu cohabiter avec d'authentiques terriens en quête d'un minerai extrêmement précieux. Réalisateur du succès mondial Titanic, James Cameron signe ici une œuvre éblouissante, tant visuellement que techniquement. Bien que l'on puisse reprocher au scénario son classicisme prudent et sa vision très manichéenne des enjeux écologiques. Contrairement à un film comme Princesse Mononoke, qui dans le genre des allégories du rapport homme-nature nous présente une palette d'individus complexes, avec des intérêts certes antagonistes, mais explicables autrement que par « ce sont les méchants ». Le tout en nous présentant de réels enjeux moraux de population. On prendra l'exemple de Dame Eboshi, la chef du village Tatara, qui pour défendre son peuple des clans voisins belliqueux, décide de raser une partie de la forêt pour y exploiter des gisements de minerais. Minerais avec lesquels concevoir des armes surpuissantes, capables d'équilibrer le rapport de force. Ce qui déclenche dans le même temps la fureur des animaux de la forêt et engendre un nouveau conflit. Chaque décision, dans un camp comme dans l'autre, aussi difficile soit-elle, est justifiable et explicable, ce qui offre à cette œuvre une réelle profondeur et donc une grande pertinence une fois rapportée aux enjeux du XXIe siècle. Sur Pandora, en revanche, deux camps s'opposent de manière irrémédiable. Tout accord est impossible et seule l'annihilation d'un des partis permettra de résoudre cette crise. Malheureusement, cela prive le film d'une vision réaliste et pertinente des conflits d'intérêts, notamment en ce qui concerne la gestion des écosystèmes. L'homme en tant qu'espèce, représenté par Jake dans le film, ne pourra retrouver la rédemption qu'en retournant dans la grotte. Allégorie de Platon qui indique un renoncement à l'élévation de soi, détourné de la lumière du savoir, pour retourner docilement dans les ténèbres, ici symbolisé par un retour à un état de nature idéalisé. Ce regard fantasmé sur la société Na'vi, notamment dans son rapport symbiotique à la nature, semble confiner la sensibilité au vivant au seul mode de vie tribal, un mode de vie à des années-lumière de notre société néolibérale, interdisant donc aux hommes d'en faire l'expérience. Le film nous présente donc ce qu'on appelle un faux dilemme. La seule manière de vivre en harmonie avec la nature serait à chercher dans un mode de vie radicalement minimaliste, semblable à celui des Amish. Une communauté chrétienne vivant simplement et rejetant la majorité des technologies modernes. En bref, c'est soit le retrait de la société et l'abandon de la technique, ou bien un individualisme cynique et décomplexé. La philosophie d'Avatar n'offre pas d'autres alternatives. Une chance pour nous, la simplicité d'une histoire n'altère pas nécessairement la puissance de ses images. Traversant l'ensemble du film, une atmosphère de déclin souffle sur le monde Na'vi face à l'avancée des exploitations humaines. Déclin qui trouve son paroxysme dans l'effondrement de l'arbre-monde, symbolisant l'effondrement de la société Na'vi dans son ensemble. Difficile ici de ne pas ressentir la détresse des Na'vi face aux avancées des colons humains, ravageant sans discernement toute faune ou flore se dressant en travers de leur chemin. L'impuissance est palpable quand l'arc, ultime rempart, se dresse face aux bulldozers surdimensionnés. Tiraillés entre l'immigration forcée vers des contrées lointaines ou l'occupation résignée d'une terre en pleine agonie, les Na'vi voient ainsi dans l'érosion graduelle de leur environnement une part de leur identité être mise à bas, ouvrant la porte à un profond mal-être lié à une pathologie du lieu, expression qui désigne une souffrance résultant de la corruption du rapport entre un individu et le lieu pour lequel il a de l'affection. Théorisé en 2003 par Glenn Albrecht, philosophe et professeur de développement durable à la Murdoch University en Australie, la solastalgie désigne l'émotion ressentie face à une sensation de mal du pays alors que l'on est encore chez soi.
Pour réellement comprendre le concept de solastalgie, il est primordial de faire le point sur son concept parent, la nostalgie. Avant de désigner le regret d'une période passée souvent fantasmée, la nostalgie désignait un mal du pays maladif, caractérisé par l'incapacité de retrouver la chaleur réconfortante d'un lieu familier, notamment après une période de fatigue psychologique. Conceptualisé par Johannes Hofer, qui la caractérisera comme une douleur pour la maison, et c'est important, comme une réelle pathologie. Le remède, prescrit aux soldats qui en étaient atteints au XVIIIe siècle, était la permission. De quelques jours tout au plus, elle permettait aux soldats de rentrer dans leur foyer pour se ressourcer. Sans cette parenthèse de réconfort, le ou la nostalgique peut être sujet à des épisodes de profonde mélancolie, à la dépression et dans le pire des cas, au suicide. À l'origine donc, une réelle pathologie psychique capable d'infliger de nombreuses souffrances et nécessitant un traitement. En 2003, alors qu'il étudie les impacts des activités humaines sur le territoire australien, Glenn Albrecht commence à se rapprocher des descendants des premiers habitants de l'île, vivant plus profondément dans les terres, là où leur tranquillité était jusqu'à présent assurée. Ces autochtones y subissaient de manière croissante les ravages de l'industrie minière, à tel point que nombre d'entre eux avaient été contraints de migrer vers de plus lointaines régions, laissant en arrière les plus enracinés, qui choisissaient de subsister tant bien que mal dans ces régions défigurées. À leur contact, Glenn constate qu'au-delà de leur évidente détresse, qui aurait autrement été assimilable à une simple conséquence de la pauvreté qui règne dans ces populations, se cache en réalité un profond mal-être lié à la rapide dégradation de leur environnement. Cette région, qui les a vus naître, représente dans leur culture une grande partie de leur identité. L'écosystème de la Hunter Valley fait littéralement partie d'eux-mêmes, et pourtant, celui-ci ne leur est aujourd'hui plus familier. Si la nostalgie renvoie à une pathologie du lieu, liée au manque à l'égard du foyer, pour Glenn, les autochtones sont confrontés au même mal alors qu'ils occupent encore la terre de leurs ancêtres. Ce paradoxe le pousse à inventer un concept décrivant une souffrance d'un nouveau genre, la solastalgie. Tout au long du film de James Cameron, il apparaît que l'environnement des navires a drastiquement changé depuis l'arrivée des hommes. Forêts défrichées, exploitation de mines à ciel ouvert ou encore conflits armés. Les circonstances idéales au développement de la solastalgie. La chute de l'arbre-monde vient finalement propulser les derniers résistants dans la détresse d'une migration forcée. En plus de réduire en cendres une partie d'eux-mêmes, les voilà étrangers à leur propre terre et contraints de céder leur place aux intérêts de force les dépassant. Le foyer étant détruit, solastalgie cède sa place à nostalgie. La comparaison s'arrête cependant ici. La reconquête héroïque n'étant pas une option pour les indigènes de la Hunter Valley, aucune créature volante ou alliance des forces de la nature n'étant venue à leur rescousse. Notre réalité nous offre l'histoire alternative des Na'vi, privés de la figure christique de Jake, de l'impulsion New Age d'une nature consciente des torts subis et en quête de revanche. Pour aller plus loin, Glenn Albrecht étend le concept de solastalgie au-delà des frontières de la Hunter Valley. Et si nous n'étions pas nous aussi à notre manière des Na'vi ? Certes, nous avons majoritairement quitté les paysages immaculés de la nature il y a bien longtemps maintenant, leur préférant le confort de la vie en zone urbaine, mais pourtant, de plus en plus de personnes autour du monde font entendre leurs inquiétudes au sujet du dérèglement climatique. Des incendies géants d'Australie aux canicules records ressentis en Europe, les phénomènes extrêmes se multiplient, à tel point que les psychologues ont commencé à voir pousser les portes de leur cabinet des patients d'un genre nouveau, dit éco-anxieux. Symptômes, stress, mélancolie et dépression en lien avec la dégradation rapide de la biosphère mondiale. Si l'idée de foyer ne désigne plus simplement l'environnement immédiat, mais plus globalement la planète dans son entièreté, alors la solastalgie peut frapper quiconque prend connaissance du bouleversement climatique de quelconque manière que ce soit. Ce qui explique qu'en attendant que ces bouleversements climatiques n'atteignent nos contrées, seules quelques personnes particulièrement sensibles au sort des écosystèmes n'en souffrent réellement sous nos latitudes. Faut-il pour autant souhaiter que la solastalgie soit plus largement ressentie pour déclencher un réveil collectif ? Ou plutôt chercher à lutter contre son développement en améliorant l'accès aux soins psychologiques ? Les questions sont aussi nombreuses que les réponses possibles. L'idée de cette vidéo étant plutôt de porter le sujet à votre attention pour peu qu'il vous touche suffisamment. Bien sûr, l'idée même de la solastalgie n'est pas sans défaut. La jeunesse relative de ce concept ne joue pas nécessairement en faveur de sa légitimité. Des chercheurs en psychologie ont notamment avancé que la solastalgie ne pouvait être considérée comme une affection psychique en soi, bien qu'elle puisse éventuellement être considérée comme une des causes d'affection, comme les dépressions. La solastalgie désigne avant tout une émotion, un concept philosophique environnemental qui n'a pas la prétention de porter une rigueur médicale. De plus, il s'articule autour d'une vision occidentale du rapport de l'homme à la nature, qui n'est pas nécessairement pertinente dans d'autres cultures.
qui peuvent même avoir conceptualisé la solastalgie avec d'autres termes, bien avant qu'elle soit nommée ainsi par Glenn Albrecht. En conclusion, Avatar n'est sans doute pas le plus grand film des 20 dernières années, mais aujourd'hui j'espère qu'au moins, il vous aura aidé à appréhender un concept d'actualité tel que la solastalgie, qui bien que limité, nous ouvre les portes d'un rapport au vivant qui prend réellement en compte le lien étroit qui peut exister entre notre santé mentale et notre environnement immédiat comme lointain. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les sources en description de cette vidéo ou à vous diriger vers la section commentaires pour poser vos questions. J'ai d'ailleurs hâte d'avoir vos retours sur d'éventuelles erreurs ou pour faire avancer la discussion plus en avant. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. D'ici là, à bientôt. That's the only reason.